On se présente comme une alternative crédible parce qu'on est un mouvement de personnes compétentes et qui ont envie de voir leur ville transformée, qui ont envie de voir leur ville changer. Donc, c'est plus le positionnement qu'on prend à Futur Montréal de dire que on met de l'avant des idées novatrices. La tribune pour le peuple avec Jean-François Cacou. Le coup d'envoi est lancé pour la course à l'élection municipale de novembre 2025. Parmi les candidats, un nouveau visage veut se faire entendre, celui de Jean-François Cacou. Hier, vous avez officiellement lancé votre candidature à la mairie de Montréal sous le slogan « Des vraies solutions pour Montréal ». Votre programme repose sur 4 grandes promesses: un logement abordable et accessible à tous, financé de manière intelligente et durable, des quartiers sécuritaires et inclusifs, un développement économique et culturel ambitieux, et enfin, une mobilité moderne avec ce que vous décriviez comme le meilleur réseau du bus au monde, 100% électrique et accessible. La Parisienne que je suis doute de cela. Au-delà de ces engagements, vous êtes un administrateur de société certifié avec plus de 15 années d'expertise. Vous avez été directeur général de la ville de Percé, mené des campagnes de cohésion sociale et travaillé sur les enjeux à la compétitivité et à la résilience des collectivités. Dans votre parcours, on retrouve des projets innovants, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les travaux publics, l'accompagnement de PME ou encore l'organisation d'événements internationaux. Aujourd'hui, vous siégez au comité exécutif de l'UNESCO Canada et vous présidez le Salon du chocolat de Montréal, une initiative qui soutient et promeut les PME canadiennes productrices de chocolat et transformatrices de cacao. C'est avec cette expérience et cette vision que vous vous présentez à la mairie de Montréal à la tête de votre nouveau parti, Futur Montréal. Avec vous, nous allons revenir sur votre parcours, vos projets pour Montréal et sur les grands défis de gouvernance et de démocratie municipale. Bienvenue à vous, M. Cacou. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. On vient de le voir, vous avez une riche expérience professionnelle, citoyenne, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la course aux élections municipales de Montréal? Je dirais que je regardais l'offre politique actuelle qu'il y a à Montréal, puis je n'ai pas trouvé de propositions convaincantes. Propositions qui ramènent un peu l'esprit de Montréal. Moi, je suis arrivé ici à Montréal avec... je connaissais personne. Et très, très peu de ressources financières. Et 7 ans plus tard, j'étais un autre individu. Donc, Montréal avait cette faculté, ce pouvoir-là de pousser les gens à rêver grand, à vouloir se transformer, à vouloir se dépasser. Je pense que c'est l'esprit de cette ville. Il est en train de disparaître légèrement. Puis certaines personnes même estiment qu'il a totalement disparu, il est endormi. Puis je ne voyais pas, là, en tant que Montréalais, cette capacité-là de dire on va ramener ce pouvoir-là à Montréal. Et au-delà du fait que je ne voyais pas ça, je pouvais dire que je parlais ou je réfléchissais d'une autre façon, parce que je ne réfléchissais pas en tant que citoyen. Je réfléchissais en tant que citoyen, oui, mais qui a aussi également des compétences en gestion municipale. Donc, qui voit certaines choses, puis se dire, en faisant ça, on peut changer certaines choses dans cette ville. Donc, je parlais d'une position de personnes qui avaient des compétences dans ce domaine et qui étaient capables d'avoir maintenant une discussion éclairée sur le sujet. Donc, quand j'ai vu le panel actuel en termes d'offres politiques, je me suis dit non, on ne peut pas continuer comme ça encore 4 ans. Qu'est-ce qu'on va avoir dans 4 ans? Surtout qu'on s'en va vers une nouvelle décennie. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, si je comprends bien, c'est ramener justement cet éclat de la ville de Montréal. Oui. Cette audace, en permettant à la jeunesse et autres de pouvoir rêver grand. Bien sûr. Et aussi votre compétence en gestion des administrations qui pourrait permettre à la ville de Montréal de retrouver
son dynamisme, Oui, c'est ça? c'est le fait de redonner à Montréal le pouvoir de faire rêver les gens. J'aime ça, j'aime ça. Alors revenons un peu sur justement votre parcours en tant que directeur général de la ville de Percé, environ 3000 habitants, si je m'abuse, en Gaspésie. Comment cette expérience est-elle transposable dans un contexte montréalais, d'une grande métropole? C'est une question de principe et de concept. Percé est une ville, ce n'est pas une municipalité. Et c'est par abus de langage, on dit les municipalités, mais sinon, il y a ce qu'on appelle en gestion municipale, il y a le Code municipal du Québec. D'accord. Qui régit les municipalités. Et il y a la loi sur les cités et villes qui régit les villes. Donc Montréal et les autres villes du Québec. Donc on dit la ville de Percé, mais on ne dit pas la municipalité de Percé. C'est par abus de langage qu'on dit ça. On dit par exemple la municipalité de Sainte-Thérèse. Très bien, mais comment est-ce que votre expérience à Percé est-elle transposable ici à Montréal? Justement, basée sur la loi sur les cités et villes, il faut une connaissance en tant que gestionnaire municipal de dire, premièrement, est-ce que tu connais la loi sur les cités et villes? Donc, au-delà du fait de dire, je veux juste me présenter à des élections municipales, il y a une compétence à avoir au niveau législatif, à maîtriser, au fait. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les principes instaurés, mettons, à Percé, qui peut se comparer peut-être en termes de structure, un peu comme un arrondissement de la ville de Montréal, c'est quelque chose qu'on peut décliner à grande échelle. Donc, je me plais à dire qu'on a mis en place certaines innovations, notamment pour la voirie à Percé, sur le cas des nids de poules. C'est quelque chose qu'on peut faire à Montréal. D'ailleurs, lorsque on a mis en place cette technologie de détection des nids de poules à Percé, et puis bien d'autres pour améliorer nos stratégies de réparation de voiries, de réparation de travaux à Percé, ça a été diffusé dans pratiquement plusieurs villes du Québec. Okay. Percé Donc, était précurseur. Ce que vous avez fait à Percé a permis de résorber le problème des nids de poules, ou en tout cas de la voirie, dans d'autres... Alors, je ne sais pas, municipalités, dans d'autres provinces? On peut pas régler le problème des nids de poules. C'est une question maintenant d'efficience dans nos opérations. Donc, mieux les détecter et mieux intervenir là-dessus. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle qui détecte les nids de poules, ça, c'est pour optimiser nos opérations. Donc, pour éviter que ce soit des citoyens qui viennent et puis qui disent « Ah, il y en a un », ça permet rapidement de les répertorier et de mieux planifier les opérations. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on les détecte, il faut les réparer, mais il faut les réparer de façon durable. Puis là, c'est qu'on avait mis sur les réparations de nids de poules une membrane géotextile qui permettait d'augmenter la durée de vie de la réparation, la faire passer de 1 an à 5 ans. Donc, au lieu de dire qu'on va réparer les nids de poules tous les 6 mois ou chaque année, on met en place des stratégies ou des technologies qui font qu'on augmente la durée de vie de réparation qui peut aller jusqu'à 5 ans. Et en allant dans cette voie, nous, ça a été publicisé dans les médias. Il y a plusieurs villes qui ont commencé à utiliser ce logiciel qu'on utilisait à Percé. Je pense que la ville de Longueuil a commencé à l'utiliser, la ville de Laval. Mais ça, c'est parti de Percé. Donc, c'est comme ça qu'on transpose les expériences d'une petite ville à une métropole. C'est juste, qu'est-ce qu'on est capable de faire à petite échelle, puis comment est-ce que maintenant, à grande échelle, on peut l'implanter dans notre ville. Ça a été fait à grandeur du Québec, mais malheureusement, pas à Montréal. Ce serait une première alors à Montréal. L'objectif, c'est d'avoir de l'efficience dans nos processus à Montréal, surtout. Parfait. Alors, vous êtes nouveau en politique ici à Montréal. Votre parti est relativement jeune aussi. Qu'est-ce qui vous distingue de ceux qui ont déjà une base électorale montréalaise? Je pense qu'au-delà du discours de base électorale, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que les formations politiques proposent véritablement. Parce que sinon, on peut tergiverser pendant des heures et puis dans ce cas, il n'y a plus de démocratie. Si il y en a des élections municipales et que nous, on est un parti autorisé, c'est qu'on a le droit de s'exprimer et de parler à la population et de présenter nos idées. À partir de ce moment, les jeux ne sont pas faits, tout est ouvert, comme on dit.
Donc vous avez l'intention de jouer les troubles faits dans cette élection? Jouer les troubles faits. Nous, on se présente comme une alternative. On se présente comme une alternative crédible parce qu'on est un mouvement de personnes compétentes et qui ont envie de voir leur ville transformée, qui ont envie de voir leur ville changer. Donc, c'est plus le positionnement qu'on prend à Futur Montréal de dire que on met de l'avant des idées novatrices, des idées qu'on peut réaliser, puis troisièmement, des idées dont Montréal a besoin parce que les électeurs ne sont pas fous. En parlant d'électeurs, je suis tombée sur un sondage la semaine dernière de City News qui indiquait que 41% des Montréalais sont indécis. Oui. Est-ce que vous pensez justement pouvoir capitaliser sur cette indécision? Au-delà de l'indécision, moi, je veux parler du changement. Il y a 60% de Montréalais qui veulent du changement. Donc, si on sort tout de suite dans la rue et puis, techniquement, on pose la question à 10 Montréalais, il y en a 6 qui disent que nous, on veut pas avoir ce qu'il y a déjà sur la scène. Là. Nous, on n'était pas dans le sondage. Ils avaient sondé 3 partis seulement. Et donc, ce que ça nous fait savoir ici, c'est que peu importe les visages qui ont été sondés, il y a 60% qui veulent une alternative. Et vous serez Nous, on veut se positionner comme cette alternative, comme ce nouveau visage qui propose des idées qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment, qui sont des idées pragmatiques, concrètes et qui, on le sait, vont avoir un impact positif sur la gestion de notre ville. Parlons justement de ces idées concrètes. Vous promettez un logement abordable grâce à un financement intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Alors, à Montréal, en ce moment, on le sait, il y a une crise du logement partout au Québec. Oui. Et lorsqu'on veut être beaucoup plus précis, on réalise que, en fait, c'est une crise d'abordabilité aussi qui se cache, notamment à Montréal. Donc, abordabilité, c'est que les logements sont très chers. Prenez à Montréal, le 4,5 a augmenté de 71% depuis 2019. Donc, c'est très difficile de se loger convenablement à un prix raisonnable. Parce que si le 4,5 évolue de 71% en 4-5 ans, les salaires, ils augmentent de 2-3% là, pour ceux qui ont des augmentations salariales chaque année. On s'entend. Donc, il y a un enjeu au niveau de l'abordabilité. Et pour régler ça, il faut être capable de financer des organismes qui sont spécialisés dans la construction de logements abordables, mais qui ne sont pas là pour faire du profit. Fait que nous, quand on parle de financement intelligent, il y a eu une initiative de la Ville de Montréal pour augmenter l'offre de logements abordables. C'est ce qu'on appelle le règlement sur la métropole mixte. D'accord. C'est un règlement qu'on appelle le règlement 20-20-20. C'est un règlement municipal qui oblige les promoteurs immobiliers à construire 20% de logements abordables, 20% de logements familiaux et 20% de logements sociaux. Sauf que le problème avec ce règlement, c'est que les promoteurs immobiliers ne veulent pas se conformer au règlement. Et quand tu ne te conformes pas à un règlement, tu payes une contravention, une amende. Ils préfèrent payer la contravention. Donc, ils préfèrent payer l'amende. Quels seraient les leviers que vous auriez en votre possession pour les contraindre de respecter la loi? On ne peut pas obliger quelqu'un à changer son modèle d'affaires. D'accord. Une personne qui a un modèle d'affaires, c'est son modèle d'affaires. Le règlement peut obliger la personne à créer du logement. Si la personne ne veut pas se conformer au règlement, elle va payer une amende. Donc, eux, ils préfèrent payer une amende. Ce que nous, ça nous fait savoir chez Futur Montréal, c'est que, 1, le règlement ne fonctionne pas, mais 2, les propriétaires sont prêts à payer une amende. Donc, ils sont prêts à payer quelque chose. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est de remplacer le règlement 20-20-20 par ce qu'on appelle une redevance sur les logements de luxe en dehors des logements familiaux. Lorsque on crée une redevance, dans la loi sur les cités et villes, on est obligé de créer un fonds dédié. Parce que si un promoteur immobilier paye une amende, l'amende s'en va dans ce qu'on appelle le fonds consolidé. On ne sait pas ce que la ville fait avec cet argent. D'accord. Donc, lorsqu'on met une redevance, on est obligé d'avoir un fonds dédié au logement. Et ce fonds dédié au logement, il y a une reddition de comptes qui se fait. Donc, la ville est maintenant obligée d'utiliser ces fonds qu'elle va collecter avec les propriétaires pour investir dans le logement. Et c'est comme ça que nous, on veut utiliser cet argent maintenant pour financer les organismes à but non lucratif qui construisent des logements abordables
et pour financer les organismes à but non lucratif qui aident les locataires lorsqu'ils sont en difficulté. Revenons un peu sur le logement abordable. Montréal est une ville estudiantine. Quelle serait la place ou quelles seraient les propositions pour permettre aux étudiants de se loger convenablement ici à Montréal? Toujours dans cette optique-là de développer du logement abordable, nous, on veut faire en sorte que les propriétaires qui offrent des logements aux étudiants puissent avoir, c'est comme délimiter, si vous voulez, des sortes de zones où on va avoir moins de taxes foncières. Donc, ça pourrait permettre aux propriétaires de payer moins de charges au niveau des taxes foncières. Donc, un incitatif à... Effectivement. Okay, donc, c'est de pousser un incitatif auprès des propriétaires pour le logement étudiant. Donc, ce serait d'avoir un nouveau label qui serait un label où on aurait logement à loyer spécifique pour les étudiants. Et ça pourrait s'appliquer aux étudiants internationaux comme aux étudiants du Québec. Ce qu'on demanderait aux propriétaires, c'est d'avoir un engagement minimal de 4 à 6 ans, c'est-à-dire de maintenir le loyer abordable pour les étudiants. Donc, ça pourrait être un pourcentage inférieur au loyer médian qui permettrait aux étudiants de pouvoir se loger convenablement dans le centre-ville de Montréal. Parfait, parfait. Parmi vos 4 promesses phares, quelle serait la priorité numéro 1 de M. Kakou dans vos 100 premiers jours? Bon, moi, je dirais j'ai 3 priorités. De démarrage. C'est 3 priorités de démarrage de l'administration. Vous savez, Montréal, c'est une machine très, très, très complexe. Il y a 2 niveaux de gouvernance. Il y a la ville-centre et puis il y a les arrondissements. D'accord. Donc, mes priorités de démarche, mes 100 premiers jours. Je décrirai un peu mes 100 premiers jours en tant que maire de Montréal. Le premier, ce serait de rencontrer tous les élus. D'accord. Cette élection est une élection très particulière parce que le conseil municipal va être peut-être à 80% nouveau. On prend les formations du parti au pouvoir. Il y a à peu près 60% du caucus actuel qui ne se représente pas. D'accord. Donc, il y a beaucoup de nouveaux candidats. Un souffle nouveau sur la ville. Un souffle nouveau, effectivement. Donc, il y aura de nouveaux élus autour de la table qui devront décider des destinées de la ville de Montréal. Alors, moi, en tant que maire de Montréal, ma première action sera de réunir ces élus et d'avoir une discussion franche avec eux sur ce qu'on appelle la transpartisanerie. Donc, il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas s'amuser à faire de la petite politique. Il faut que notre ville dépasser avance. Les clivages. Et effectivement. Donc, c'est de dépasser les clivages politiques et les idéologies et d'avoir une conversation honnête avec l'opposition et avec les partis qui ne font pas et avec les élus qui ne font pas partie de Futur Montréal. Ça, c'est la première action. La deuxième action, ce sera de mettre en place rapidement un cadre d'efficience au niveau des finances municipales. Parce que malheureusement, on annonce l'année prochaine, la ville de Montréal anticipe un déficit de 200 millions de dollars. Donc, il faut rapidement mettre en place des mesures d'efficience en termes de gestion financière à Montréal. On peut faire une audit sur les pertes, les gaspillages dans l'administration. On veut couper ce qu'on appelle les inefficiences, pas couper les emplois. On veut mieux former notre administration et on veut mettre en place un cadre efficace pour gérer nos finances à la ville de Montréal. Et la dernière action? Et la dernière action, ce sera de réunir tous les leaders. Donc les leaders communautaires, les leaders économiques, les leaders aussi des organisations paramunicipales et discuter avec eux des bases d'une nouvelle charte qui va préparer notre ville à prendre à bras le corps le 21e siècle. Pourquoi on n'est pas encore entré dedans? Montréal a besoin de se préparer véritablement pour le 21e siècle. Vous proposez un réseau de bus 100% électrique et accessible. Oui. Accessible, ça veut dire gratuit? Non, ça ne veut pas dire gratuit. On ne peut pas venir promettre la gratuité des transports quand on a une société de transport qui a un déficit d'infrastructure. Quand on a besoin d'investir dans notre métro à Montréal, on marche dans le métro de Montréal, on voit qu'il y a des cracks parfois au plafond ou que parfois il y a des tuyaux qui explosent. Et ça, il faut intervenir là-dessus. Nous, ce qu'on propose, c'est premièrement, d'abord, pour donner du répit aux usagers, parce qu'on comprend que les tarifs augmentent chaque année, mais malheureusement, le service ne suit pas. Donc, c'est d'abord de geler les tarifs pendant 4 ans. Donc,
faire en sorte que le prix du transport collectif à Montréal n'augmente pas pour les 4 prochaines années pour donner déjà du répit aux ménages et aux personnes à faible revenu. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est qu'on veut collaborer avec le gouvernement du Québec pour investir dans notre réseau de bus, faire en sorte que Montréal ait le meilleur réseau de bus au monde. Un réseau haute fréquence où on pourrait avoir un bus toutes les 15 minutes dans n'importe quel endroit de la ville de Montréal, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À long terme, c'est possible. Nous, notre engagement pour notre premier mandat, c'est de faire en sorte que sur les axes stratégiques, on s'assure d'avoir un bus aux 15 minutes pour permettre aux Montréalaises et aux Montréalais de pouvoir se rendre partout où ils le veulent. Est-ce que cette mesure pourrait aussi favoriser l'écologie, de réduire l'empreinte carbone, de penser au climat, qui sont des enjeux majeurs, effectivement, du XXIe siècle? C'est la troisième mesure. D'accord. La troisième mesure, c'est que l'investissement qu'on va faire dans notre réseau de bus serait d'avoir des bus 100% électriques fabriqués au Québec. Pourquoi? Parce qu'on veut développer notre expertise locale, contribuer à créer des emplois et avoir en même temps un moyen de transport qui permet de lutter efficacement contre les changements climatiques et la pollution. Le fait de mettre un bus sur la route, ça permet de retirer des dizaines d'autos. Un seul bus peut retirer jusqu'à 50 autos de la route. Mais comment convaincre le citoyen Pas qui est besoin habitué? de convaincre le citoyen. Dès que vous mettez des bus sur la route, les citoyens qui n'ont pas besoin de leur auto s'en départissent et commencent à prendre le bus. En ce moment, les gens ne prennent pas le bus parce qu'il n'y a pas un service efficace. Lorsqu'on rentre dans le bus, parfois c'est plus compliqué. Les bus sont coincés dans les embouteillages où il n'y en a pas fréquemment. Dans certaines parties de la ville de Montréal, vous avez des bus une fois par heure ou une fois aux 40 minutes. Ça ne marche pas. Donc, quelqu'un qui veut se rendre facilement, s'il sait qu'il a le bus aux 15 minutes, il va préférer prendre le bus. Et ce qui nous emmène à la quatrième mesure où on va s'assurer qu'il y ait beaucoup plus de voies réservées pour les bus et le transport partagé. OK, donc avoir un couloir de bus comme Oui, à Paris. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ça permet aux gens maintenant de se dire, mais ils ont un transport fiable, rapide et accessible. Donc, c'est pas en prenant le bus, on ne va pas avoir une ville 15 minutes, mais au moins on va avoir une ville où on se déplace et où on ne sera pas en retard parce qu'on sait qu'on a un service fiable qui roule régulièrement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir générer de nouveaux revenus qui vont permettre à moyen et long terme de combler le déficit infrastructurel de la STM. Parce que si on est tout le temps en train de demander des subventions, on n'est pas en train de devenir autonome. D'accord. Nous, notre objectif, c'est de générer des revenus pour notre société de transport pour qu'elle puisse investir dans ces infrastructures et offrir un meilleur service aux usagers. Merci pour cette réponse. J'aimerais revenir sur une de vos promesses. Garantir des quartiers sécuritaires et inclusifs. Quelles mesures concrètes est-ce que ça prendrait, ça? On a parlé de la situation au centre-ville de Montréal en termes de sécurité. Oui. Nous, on avait dit clairement que c'était tolérance zéro en ce qui concerne la violence au centre-ville de Montréal et toutes les activités reliées parfois au trafic de stupéfiants. Donc, les mesures qu'on a annoncées, c'était mettre en place un financement pour avoir une escouade qu'on appelle une escouade tolérance zéro qui pourrait travailler en collaboration avec les escouades déjà présentes du SPVM au niveau du centre-ville de Montréal. Mm-hmm. Deuxièmement, les propriétaires qui n'utilisent pas leurs locaux, donc les locaux qui sont vacants, abandonnés et qui ne sont pas entretenus, si les propriétaires n'entretiennent pas leurs locaux, ils se feront exproprier pour des raisons de sécurité publique. Troisièmement, c'est d'augmenter le financement auprès de nos SDC pour renforcer l'attractivité du centre-ville et augmenter la présence culturelle, donc avec des événements, des festivals, des événements communautaires. Donc, c'est d'augmenter le festival et de travailler avec les SDC, donc les sociétés de développement commercial qui régissent le centre-ville, pour justement avoir ces événements-là régulièrement au centre-ville et éviter ce qu'on va appeler l'effet vitre brisée. Vous savez, quand vous avez un endroit où il y a une vitre brisée puis il n'y a personne, mais ça augmente malheureusement les problèmes, ça complexifie le travail des policiers parce que des fois, il y a des squats dans certains endroits. Donc,
en ramenant la vitalité du centre-ville progressivement, en organisant des événements. Ça va permettre de redynamiser notre quadrilatère au niveau du centre-ville. Et la quatrième mesure, c'est d'installer des portes. Donc, éviter maintenant les tourniquets dans le métro de Montréal, mettre des portes pour éviter, parce que parfois, lorsque y a des poursuites au niveau de criminels, ben, ils fuient par le métro et puis ça devient difficile parfois pour les policiers de les rattraper. Donc, c'est de faire en sorte de sécuriser notre métro pour éviter le flânage. Alors, j'entends toutes ces mesures-là, mais la question qui m'interpelle, c'est comment est-ce qu'on finance ça? Qui paie? Mais on le finance déjà. Il y a déjà un financement au niveau de la ville de Montréal. Donc, c'est de réallouer de façon intelligente les budgets et de s'assurer que ces budgets-là vont directement à la sécurisation de nos quartiers. Donc, il n'y aura pas un coût supplémentaire qui sera supporté par le concitoyen? Ça dépend des différentes mesures qui sont mises en place. Ça, ce sont des mesures d'administration territoriale classiques. Elles rentrent dans le budget de la ville de Montréal. Donc, c'est une allocation budgétaire qui se fait en fonction des finances à disposition. Très bien. Montréal est une métropole cosmopolite avec des réalités d'arrondissement très différentes. Le Plateau, Montréal-Nord, Westmount, Hochelaga. Comment gouverner une ville aussi fragmentée que Montréal? Je crois qu'il y a une chose importante à savoir au niveau de la ville de Montréal, c'est qu'on a comme un peu ce sentiment de fois de double identité. On a le Montréalais et puis on a l'habitant de l'arrondissement. D'accord. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose? Ce qui n'est pas une mauvaise chose, pas du tout. Nous, notre stratégie à Futur Montréal, c'est de donner du pouvoir à nos arrondissements. Donc, donner beaucoup plus de moyens à nos arrondissements pour qu'ils puissent renforcer leurs interventions de ce qu'on appelle hyper-local auprès de les communautés. Et c'est d'être conscient aussi que les besoins de chaque arrondissement diffèrent l'un à l'autre. Les besoins de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, ne sont pas les mêmes besoins qu'au plateau Mont-Royal. Les besoins de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, ne sont pas les mêmes que les besoins de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, chaque arrondissement a des besoins spécifiques. Puis, en tant que conseil municipal de la ville de Montréal, c'est d'avoir cette conscience-là régulière sur les besoins qui diffèrent et donc de mandater, de collaborer avec les personnes qui sont susceptibles de pouvoir répondre plus facilement à ces besoins, qui sont les conseils d'arrondissement. Parfait. En leur donnant le maximum de moyens et puis surtout, en établissant un cadre, comme je l'ai dit, de transpartisanerie. Quelle relation comptez-vous entretenir avec la ville de Québec et la ville d'Ottawa? La ville de Québec. Oui, Québec. Parce que quand Québec, le gouvernement du Québec Absolument. Ou le gouvernement fédéral? Le gouvernement fédéral et le provincial. Voilà, parce que bon... Oui, il y a les deux niveaux absolument, mais oui. Alors, la proposition politique qu'on fait pour Montréal, c'est une ville ambitieuse qui veut s'assumer, qui veut se positionner comme une ville autonome, qui utilise les pouvoirs qui lui ont été octroyés pour diversifier ses revenus. Je pense que c'est une position de collaboration parce que les enjeux que vit Montréal préoccupent le gouvernement du Québec, préoccupent le gouvernement fédéral, étant la plus grande ville du Québec et la deuxième plus grande ville du Canada. Donc, ces enjeux-là sont réels au niveau des gouvernements. Cependant, les pouvoirs qui ont été octroyés à Montréal sont des pouvoirs de gouvernement de proximité. Donc, vous voulez plus de pouvoir, plus d'autonomie? On l'a déjà avec la loi sur les cités et villes. Il faut maintenant montrer au gouvernement du Québec qu'on va se servir de ces pouvoirs qui ont été octroyés pour diversifier nos revenus, pour améliorer le vivre ensemble à Montréal, pour investir dans notre économie locale, pour attirer des investissements sur notre territoire. Donc, on veut être ce partenaire de choix pour le gouvernement du Québec. À vous entendre, on a l'impression que ça n'a jamais été fait, ou très peu fait. Je ne dirais pas que ça n'a jamais été fait. Je dirais que les dernières années, il y a eu quand même un peu un déclin en termes d'autonomie ou de diversification de revenus à Montréal. Ouais. On a de plus en plus de citoyens
qui ne votent pas, qui ont perdu justement leurs idéaux dans tout ce qui est processus démocratique. Comment est-ce qu'on redonne confiance aux jeunes, aux minorités et aux Montréalais dans la démocratie municipale? C'est un travail de promotion, de sensibilisation, du rôle qu'une ville peut jouer dans la vie des gens. Moi, c'est quand je suis devenu directeur général de Percé, la ville de Percé, que j'ai réalisé l'impact qu'une ville pouvait avoir sur notre vie. Des fois, on s'en rend compte quand on devient, par exemple, propriétaire ou quand on ouvre un commerce. Parce que c'est là qu'on va avoir des interactions beaucoup plus administratives avec la ville. Mm-hmm. Mais avoir un parc juste en face de sa maison, c'est une décision de la municipalité. Avoir des routes sécuritaires ou un dos d'âne dans un quartier parce qu'on a remarqué que les gens roulent vite, ils accélèrent, puis il faut mettre un ralentisseur ou il faut mettre en place des mesures d'atténuation, d'apaisement de la circulation, c'est la municipalité qui le décide. Avoir un événement culturel, une fête de quartier, un centre communautaire, une bibliothèque, c'est la ville qui le décide. Et ça contribue à la croissance de l'individu, personnel, parfois professionnel et même social. Et donc, je pense qu'il faut éduquer les gens sur l'impact qu'une ville peut avoir sur notre vie. Je me plais à dire que tu ne laisserais pas quelqu'un changer ta playlist quand tu es en train d'écouter ta musique. Tu ne laisserais pas quelqu'un le faire. Mais tu vas laisser une autre personne aller voter et décider de l'avenir de l'organisme qui va avoir le plus d'impact sur ta croissance en tant qu'individu. Okay. C'est fou. Donc, il faut faire réaliser ça aux gens. Il faut leur faire réaliser que c'est important, une ville, et seuls eux ont le pouvoir de changer cette ville, de la transformer en choisissant la personne qui a les meilleures idées. Alors, quels seront les indicateurs concrets que vous utiliserez justement pour mesurer si les promesses que vous avez faites aux Montréalais en termes de logement, en termes de mobilité, en termes d'inclusion, en termes de sécurité, sont tenues? Alors nous, notre stratégie est vraiment basée sur l'écoute des besoins d'abord. On écoute ce que les gens ont à dire avant de commencer à balancer et pitcher des idées. J'ai cette volonté-là de renforcer la proximité avec les Montréalaises et les Montréalais. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui nous permettent de faire en temps réel des sondages sur l'application de certaines mesures. On organise parfois là, des consultations publiques, mais vraiment concrètement aujourd'hui, en 2025, on a tellement d'outils qui nous permettent d'aller chercher des données concrètes et probantes de ce que pense la population en temps réel. On peut le faire, ça. Donc nous, notre stratégie, c'est au fur et à mesure qu'on placera des initiatives, qu'on placera des actions, qu'on placera des mesures, on va aussi mesurer l'impact que ça a sur la population. On va les écouter en temps réel. On ne va pas attendre le résultat 4 ans plus tard. On ne va pas fermer les yeux ou fermer les oreilles en disant « Ah non, 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 on avait dit ça pendant la campagne électorale, ça y est, maintenant, on va l'appliquer, taisez-vous, on passe à autre chose. » Non. Donc d'avoir une plus grande participation justement des citoyens. Une plus grande participation et une plus grande interaction aussi en temps réel. C'est possible. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Je laisserai les politiciens d'expérience parler là-dessus. Mais il ne faut pas avoir peur de consulter régulièrement la population. Parce que c'est très complexe, une élection. On se fait élire à la majorité, pas à l'unanimité. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas voté pour nous. On doit gouverner aussi pour ces personnes. On doit être équitable, on doit être juste. On doit mettre en place des idées pour ces personnes-là aussi et tenir compte de leurs besoins. C'est la majorité qui l'a emporté, pas l'unanimité. Donc, nous, on va être le gouvernement municipal qui va consulter régulièrement les Montréalaises et les Montréalais sur la pertinence des mesures qu'ils mettent en place. Et comment est-ce qu'on va s'améliorer? C'est en fonction de ce qu'ils vont nous dire. Parfait. Mot de la fin, comment est-ce que vous décririez Montréal en 2030 si vous étiez élu? C'est déjà fini. Alors,
En 2030, si je suis élu maire de Montréal, pour moi, Montréal a retrouvé le pouvoir de faire rêver les gens en 2030. Montréal est devenue cette métropole où un jeune qui sort de nulle part, qui arrive à Montréal, cette ville l'embrasse, elle lui donne des opportunités, elle lui donne une communauté, elle lui donne une maison, est capable de se projeter, de rêver et de dire ben, merci pour ce que tu m'as donné et aujourd'hui je veux te rendre tout ce que j'ai à la hauteur de mon cœur. Donc cette ville qui vous a accueilli, vous qui veniez de Côte d'Ivoire il y a quelques années de cela, Oui. et de pouvoir redonner à un autre jeune cette Oui. possibilité aussi de pouvoir s'élever. Oui, Ouais. c'est la ville des grandeurs, Montréal. Il faut qu'elle redevienne la ville des grandeurs. Il faut qu'elle redevienne une machine à propulsion, une machine qui crée des individus qui pensent grand, qui rêvent grand et qui font des grandes choses. Merci, Monsieur Kakou, pour cet échange ici, chez Merci vous, beaucoup. à Montréal. Yes. La Tribune pour le Peuple était ravie d'avoir cette discussion franche et honnête. On vous souhaite plein de bonnes choses dans ce nouveau défi que vous vous êtes lancé avec toute une équipe derrière vous. Puis on a hâte de voir ce que Montréal aura offert en 2030. Yes, merci beaucoup. Merci à vous.